Pierre Iselman, je suis né en 1946 dans un faubourg de Strasbourg, à Königshofen, et comme beaucoup d'Alsaciens, je ne disais pas un mot de français avant d'entrer à l'école. Et c'est ce français que j'ai perdu peu à peu, parce que c'est resté, disons, la langue de la famille, encore qu'on parlait de moins en moins le français, l'alsacien. Voilà, et puis maintenant je travaille. Mon principal outil maintenant, c'est le français. Voilà, c'est... Professionnellement, je suis psychanalyste, mais à côté de ce métier, j'ai toujours fait de la musique, de la trompette, avec mes deux frères, Georges et Paul. Donc je suis né dans une famille nombreuse, on était 8 enfants. Après, on est parti de Königshofen pour Neudorf, où mon père a construit une maison, voilà, pour abriter sa grande famille. Mais sur les 8 enfants, c'est surtout mes deux frères et moi qui faisions de la musique. C'est une histoire particulière, et donc dans les années 1965-66, on a créé un groupe de jazz qui s'appelle Les Célestins, voilà, et puis ça fait 50 ans qu'on travaille avec ce groupe, avec les mêmes musiciens. Au départ, on a appris, et c'est ce que j'ai pointé tout de suite dans le livre qu'on a écrit sur ces 50 ans. Au départ, on a appris la musique dans une fanfare. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout une famille bourgeoise où les parents disent « il faut que tu fasses du piano, il faut que tu fasses un autre instrument ». C'est nous qui avions une espèce de motivation mystérieuse pour ces instruments. Donc, et puis notre père a trouvé un directeur de fanfare qui bénévolement nous a enseigné les premiers rudiments de ces instruments. D'ailleurs, la fanfare nous a prêté des instruments parce qu'on n'avait pas tant les moyens de s'en procurer. Voilà, et puis on a joué dans ces fanfares. Et c'était des fanfares d'église. Hein. Moi, j'ai toute une culture religieuse protestante, notamment grâce à ce travail dans les fanfares, puisqu'on accompagnait des cultes, on accompagnait des manifestations, et du coup, voilà, quand je discute avec des amis par exemple des amis pasteurs, je peux leur raconter un tas d'événements que je connais parce qu'on jouait dans cette fanfare. Il y a une autre anecdote, c'est que tous les premiers de l'an, un nouvel an, et puis le dimanche de Pâques, on allait jouer dans les cliniques à Bethesda et au diaconat. Voilà, et donc c'était le lendemain de la Saint-Sylvestre, alors que les copains avaient fait la fête toute la nuit. Nous, on se couchait tôt pour être à 8h du matin dans une de ces cliniques. Voilà, et après... voilà, et c'est des fanfares que... Après, on est allé avec mes deux frères, on s'est inscrit au conservatoire, on s'est perfectionné. Moi-même, aux alentours de mes 18-19 ans, j'hésitais entre la musique, faire une carrière de musicien ou la philosophie. Et donc, finalement, c'est mes fiançailles, enfin ma rencontre avec celle qui deviendra ma femme et l'intérêt pour la philosophie qui a pris le dessus. Donc j'ai renoncé à faire une carrière professionnelle, et je crois que c'est un grand bonheur d'avoir pratiqué cette musique en amateur, et ce qu'on continue à faire actuellement. Donc je suis toujours avec le leader des Célestins, et en même temps j'ai découvert un peu par hasard une chanteuse marocaine avec qui je travaille actuellement, un petit groupe avec un guitariste et un bassiste. Et elle chante en arabe. Évidemment, je ne sais pas ce qu'elle chante, mais c'est une belle rencontre. Et entre autres, avec Roger Siffer, on a enregistré comment s'appelle ça? La chanson de Roger Die Gedanken sind frei. Voilà, et on a fait une version, donc Roger... en alsacien et en français, et Noufissa en arabe.
Et c'était vraiment une... Pour moi, c'est voilà, c'est au cœur de la culture alsacienne d'être ce lieu où les langues se rencontrent, même si j'ai perdu vraiment l'usage courant de l'alsacien, je le comprends toujours. J'ai adoré les spectacles du Borobli, sur mon histoire personnelle, enfin plutôt l'histoire de ma famille, au Borobli, quand il a produit Enferré devant hymne de Faune, c'est au cœur, ça c'est vraiment une tragédie qui est au cœur de mon histoire et qui est aussi un éclairage de cette vocation pour jouer de la trompette et pour faire du jazz. C'était d'ailleurs l'idée d'Alfred Elter de dire que voilà, que le jazz était né à Strasbourg et donc on a enregistré un Strasbourger Blues. Enfin, Strasbourger Blues, hein, il a fait ce jeu de mots entre... Ouais, je crois qu'il a bien repéré ça, qu'il y avait quelque chose qui avait à voir avec la culture régionale, alors que c'est une toute autre culture. La question m'a déjà été posée, mais au fond, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le jazz de Nouvelle-Orléans ? Je ne sais pas vraiment répondre, mais je crois que... Bon, déjà, à l'époque où on a commencé, il y avait les haricots rouges. Et les haricots rouges, c'était assez populaire comme jazz. Hein. C'était pas la musique un peu marginale, c'était... Voilà, ça... Ils ont repris des chansons, d'ailleurs, traditionnelles. D'ailleurs, nous aussi, hein, on a enregistré on en a fait une version, je ne sais pas, peut-être un autre thème. Mais à l'époque, c'était un peu l'idée de prendre des thèmes traditionnels et de les interpréter en jazz. Bon, Brassens a fait ça aussi. Hein. Il a joué avec Moustache et toute une série de musiciens à Nouvelle-Orléans. Alors, comment s'est fait ce... Pour moi, oui, enfin, c'est assez clair au niveau de la trompette, c'est Louis Armstrong. Hein. Moi, c'est le son de Louis Armstrong qui m'a touché. J'avais envie de jouer comme lui, quoi. Alors que j'aurais pu jouer comme Maurice André. À l'époque, c'était la vedette, c'était Maurice André. Voilà. Mais ça, c'est un mystère. Hein, parce que, par exemple, j'avais des cousines, ça je me souviens, ils dansaient, elles dansaient, parce qu'elles allaient à des booms, beaucoup moins. Mais elle dansait sur du jazz Nouvelle-Orléans à l'époque. Hein. C'était l'année où Sidney Bechet, le disque, c'était l'année où on a cassé l'Olympia. Voilà, donc l'Olympia, à l'époque, c'était quand même une musique très des jeunes de ce temps. Après, dans les milieux jazz et l'évolution de cette musique, Nouvelle-Orléans, c'était très mal. Après, c'est devenu une musique un peu méprisée par rapport à ce qu'on appelait le jazz moderne, le bebop, le soul, etc. Voilà, c'est pas le premier, mais le deuxième banjoïste, c'est Vital von Lupt, qui est psychiatre, psychanalyste, mais à l'époque où moi je n'exerçais pas encore, hein, parce que c'est, disons, chez moi une vocation tardive. Et lui, il est parti s'installer à Auxerre, et il m'a dit, mais tu sais, ici, moi je ne parle pas l'alsacien, donc c'est un handicap pour mon métier. Et donc c'est pour ça qu'il est parti s'installer à Auxerre. Il y a, justement, je parlais tout à l'heure de cette psychanalyste Christiane Strohl, hein, qui faisait partie des premiers analystes à Strasbourg, et elle dit qu'elle est née à l'ombre de Saint-Nicolas, donc une famille protestante bien implantée en Alsace, et elle a fait sa formation. L'essentiel de sa formation, bon, elle était à Paris avec Lacan, mais elle dit qu'elle a vraiment appris le métier avec Sarrazin, qui est psychanalyste à Bâle. Et dans un livret sur la psychanalyse en Alsace, c'est vraiment tout un texte intéressant
d'ailleurs je crois, où Jean-Pierre Boer a écrit aussi. Ils se disent qu'il y a beaucoup de psychanalystes à l'époque qui allaient se former chez ce Sarrazin à Bâle, et donc pour des analyses en allemand. Donc oui, c'est tout à fait, ça fait partie de... Enfin, c'est important pour moi aussi. J'ai eu aussi une analyse allemande, hein, voilà, mais bon, qui parlait français. Non, ça fait partie de cette ouverture. Mais quand je parle de la perte de l'Alsacien, il y a un événement qui est tout à fait singulier. C'est quand on était adolescent, et puis j'ai donc parlé... Enfin, ça c'est... Les Célestins sont nés au foyer protestant à Neudorf. Et on faisait beaucoup d'animations, et un jour, j'ai fait une espèce de... Comment on appelle ça? Une espèce de mise en scène de ce qui s'appelait à l'époque le crochet radiophonique, avec donc une espèce d'animation en français. Et à la sortie de cette représentation, il y a un des pasteurs qui m'a dit « Écoute, vraiment, c'est super ce que tu as fait, mais tu ne pourrais pas faire la même chose en alsacien. » Et là, j'ai découvert, je lui ai dit « Non, je ne crois pas. » C'est-à-dire qu'au fond, on est pris par des modèles de langue, ce qui fait que, voilà, tout à coup, on découvre que cette aisance qu'on peut avoir en français, tout à coup, non. En alsacien, voilà, quand je rencontre mes copains, on dit ah, « Salut, wie geht's ?» Puis il y en a qui parlent mieux que d'autres, mais voilà, c'est plus le langage courant. Et évidemment, le truc classique, c'est mes enfants. Aucun des trois ne parle le dialecte. Par contre, Laure, l'aînée, on est allés ensemble déjà à la choucrouterie, et elle comprend. Mais elle ne parle pas, et bien sûr, elle nous reproche de ne pas leur avoir transmis ce dialecte. Mais oui. On s'interroge beaucoup sur le fait que nos enfants, et peut-être même moi-même, ne sont pas à l'aise, enfin n'ont pas voulu, en classe par exemple, choisir en première langue l'allemand. Préférant le français. Par exemple, mes trois enfants parlent très bien l'anglais, mais pas du tout, ou très très peu l'allemand. Et bon, je pense qu'il y a vraiment... ça a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc la question de l'incorporation de force qui nous a touchés, pas moins directement, mais en tout cas la famille maternelle, et c'est un très très grand traumatisme pour... ça a été presque une litanie permanente de notre mère, de se plaindre de ces deux frères qui ont été incorporés de force et qui sont jamais revenus. Donc je crois qu'il y a un vrai contentieux et quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est pas du tout génétique, c'est ces choses, ces gestes, ces modes de pensée qui s'héritent avec une espèce de problème vis-à-vis de ce qu'a été l'Allemagne nazie en 1939-1945 et ce qu'ils ont imposé aux Alsaciens notamment. Alors paradoxalement, mon épouse, elle est née d'un père francophone et d'une mère alsacienne. Mais son père ne parlait pas du tout l'alsacien, donc forcément dans leur famille on parlait que le français. Et quand on s'est rencontrés, moi je lui ai appris l'alsacien. Et quand on voulait, comme dans bien des couples, quand on voulait se parler sans que les enfants comprennent, on parlait en alsacien. Et je l'ai emmenée au Borrebli, je l'ai emmenée... et elle a appris l'alsacien. Alors que, elle le parlait, elle le comprend, parce que ses grands-parents, évidemment, du côté maternel, ne parlaient que l'alsacien. Et mes parents aussi ne parlaient pratiquement que l'alsacien. Mon père était à l'école allemande, ma mère aussi, bien sûr. Mon père est né en 1910, donc lui et ma mère en 16. Donc leur première scolarité, c'était en allemand. Alors ma mère a bien appris le français, mon père beaucoup plus difficilement. Il le parlait, il écrivait aussi.
Parce que je crois que la culture, elle est inscrite dans la pierre, elle est inscrite dans la musique, elle est inscrite dans le chant, voilà, c'est... Et ça me semble très important que certains sentiments, certaines expressions puissent se dire dans leur langue. Et parfois, c'est plutôt, oui, ça je me souviens, mais c'est une vieille histoire, c'était une analysante turque. Et quand elle me parlait de l'immigration, à un moment donné, je lui dis, moi, mais vous savez, pour nous en Alsace, on est presque des immigrés. C'est-à-dire il y a une connivence avec certaines difficultés que rencontrent des personnes étrangères en France par rapport à la manière où moi je recense cette identité alsacienne. C'est ma rencontre avec l'expérience de l'analyse qui m'a orienté de ce côté-là, oui. C'est drôle, je cherche le mot, hein. C'est-à-dire, c'est drôle que je ne trouve pas le mot, hein, parce qu'il n'est pas très compliqué, mais c'est cette manière de ne jamais y être complètement. Voilà, c'est une espèce de position de résistance par rapport à toute emprise culturelle. C'est un lieu comme ça de... j'allais dire Hinterland, un lieu d'être où on est toujours à l'abri d'une culture dominante. Il ne faut jamais chercher, c'est ce que disait Freud. Quand vous avez oublié un mot, il ne faut surtout pas chercher, ça revient tout seul. Il se trouve que j'ai lu, ou plutôt parcouru le dernier livre de la fameuse rabbin Horwiller. C'est pas un hasard, je crois que ça s'appelle. Où justement, elle reprend cette question et elle dit, mais l'identité, elle est toujours mouvante, elle est en mouvement. On n'est pas juif, on n'est pas arabe, on n'est pas protestant, on n'est pas catholique, mais on l'est d'ailleurs, oui, c'est très protestant, ça, d'ailleurs. Hein. C'est d'être dans une protestation plutôt que dans une identité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, au fond, qui reste une terre à découvrir. Voilà. C'est un no man's land, hein, d'une certaine manière, et ça devrait être une patrie pour tous les sans-patrie, quoi. Bon, j'idéalise un peu, il ne faut pas exagérer. L'identité, ce serait l'hospitalité. Ah non, mais c'est Derrida, hein. J'adore, quand il dit, mais au fond, l'hospitalité, c'est quand tu attends quelqu'un parce que tu l'as invité, c'est pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est de recevoir quelqu'un qu'on n'attend pas. C'est assez vertigineux, hein. Par exemple, quelqu'un comme Frank Wolf, hein, qui est un saxophoniste, ça m'a beaucoup touché. J'étais au Festival de la Petite Pierre, là, et il a fait un concert avec une musicienne japonaise, avec un espèce d'instrument dont je ne me souviens plus du nom. Et à un moment donné, il parlait de ça, il disait, au fond, que lui aussi, il a appris la musique dans une harmonie, dans son village. C'est lui qui organise un festival à Urvillers, hein, dans son village. Et il fait une musique, il fait un jazz qui est absolument contemporain. Hein, en toute liberté, libéré de toutes les stéréotypies. Et c'est une vraie création. Et pour moi, c'est tout à fait ça, la culture alsacienne. C'est-à-dire, il ne nie pas par exemple pour nous, ce qu'on appelait la Blasmusik. Et moi, j'ai eu du plaisir. J'ai joué aussi, pendant mes études, j'ai joué avec l'orchestre Cronenbourg.
que tu es bien payé, mais parce que pour moi, c'était une très belle aventure, parce que la plupart, c'était des ouvriers de la brasserie. Et bon, voilà, ils avaient évidemment une toute autre manière de penser la vie que moi, mais c'était en même temps c'était vraiment des belles rencontres. Le type qui faisait de la trompette à côté, il s'appelait Pierre aussi, comme moi. Et c'est devenu une espèce de figure paternelle. Hein. Il avait comme ça une bienveillance. Et c'était de la musique folklorique. Mais on peut même, enfin, quel que soit le choix de la musique, on peut soit être dans une éternelle répétition, toujours raconter la même chose, les pauvres Alsaciens, entre le Rhin et les Vosges, hein, pris entre les deux cultures, et puis ouvrir cette culture dans ce qui fait ouverture et dépassement. Fondamentalement, il y a Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire, il y a pour moi les cantiques protestants, hein, de luthériens. Ça, c'est une permanence. Pour moi, il n'y a pas de plus belle musique que la Passion selon Saint Jean, par exemple, de Bach. Mais ça, c'est très personnel. Après, je trouve que il y a ce qu'on apprend dans de la musique populaire, hein, de ce qu'on apprend dans les fanfares, dans les harmonies, dans tout ce qui continue à... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais oui, c'est des harmonies. Hein, je crois que... C'est-à-dire, il y a quand même en Alsace beaucoup de communes ou de lieux où il y a des ensembles qui pratiquent la musique avec des amateurs, hein, mais qui arrivent à rassembler autour de la musique toutes les générations. Et par exemple, quelqu'un comme Bernard Struber, hein, qui a été notre premier pianiste, et puis ensuite qui était prof, enfin c'est lui qui a fondé le groupe, enfin la section jazz au conservatoire. Il a écrit comme ça il a écrit des nouvelles, enfin des nouveaux thèmes ou des nouveaux morceaux de musique pour des classes ou pour des fanfares ou pour des harmonies, pour mettre, au fond, pour reprendre ce qui constitue l'espèce de base traditionnelle, mais y insuffler une certaine contemporanéité. Moi, j'en parle surtout à travers le livre de Christiane Strohl. Pour elle, hein, je crois que c'est une bonne manière de répondre à la question. Elle fait ses études de théologie dans la faculté de théologie repliée à Clermont-Ferrand pendant la guerre. Elle a sorti en 45 ou 46, je crois, ou assez tôt, en tout cas, elle prend un poste de pasteur, ce qui était déjà tout à fait exceptionnel à l'époque, puisque il n'y avait pas de poste. Les femmes ne pouvaient pas être pasteurs à plein temps, il fallait qu'elles soient adjointes d'un pasteur. Hein. C'était comme ça. Et puis, elle va continuer sa formation en Angleterre. Et c'est là qu'elle rencontre la psychanalyse. Donc, elle y va pour se former en théologie, et puis un des professeurs de théologie était très ouvert à la psychanalyse, et lui a dit, mais puisque la psychanalyse vous intéresse, il faut que vous essayiez. Donc elle reprend un poste de pasteur en Alsace, assez rapidement elle travaille à l'aumônerie, et elle fait un diplôme de psychopathologie à la Sorbonne, et elle découvre par hasard les séminaires de Lacan. Et donc il y a c'est assez étrange, il y a toute une période parisienne, bien qu'étant encore en poste à Strasbourg. Et puis, peu à peu, elle va abandonner
ses fonctions de pasteur pour être psychanalyste à plein temps. Et elle travaille avec les premiers psychanalystes strasbourgeois, elle fait un cartel, mais avec toujours ce pied-à-terre à Paris. C'est assez drôle que, au fond, bon, c'est surtout l'influence de Lacan en particulier, mais voilà, il y a donc c'est elle qui va faire une partie de son analyse avec Sarrazin à Bâle, comme d'autres, qui sont justement cités dans cette revue sur la psychanalyse en Alsace. Mais ça, faudrait reprendre exactement le contenu de la revue, parce qu'ils en parlaient très très bien. En tout cas, sur la question de la psychanalyse en Alsace, dans cette revue, ils disent que ce n'est pas étonnant qu'il y ait une certaine connivence avec la religion. Donc notamment avec l'exemple de Straull et d'autres, qui... Voilà, enfin, ceux qui écrivent cet article disent que quand on voit le poids de la religion en Alsace, ce n'est pas étonnant qu'il y ait aussi des influences dans le champ de la psychanalyse. Israël n'était pas protestant. Voilà, mais il y a une proximité, certainement, oui, entre la religion juive. C'est-à-dire que les protestants partagent avec les juifs un certain rapport au texte. Et donc, mais enfin, moi j'ai beaucoup appris avec un jésuite, où je suivais les séminaires à Lyon, Denis Vasse. Bon, mais peut-être les jésuites sont des catholiques protestants. C'est toujours probablement la question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qu'il en est de nos racines multiples? Qu'est-ce qui fait racine? Qu'est-ce que ça produit comme le fait? Par exemple, dans le champ de la psychanalyse, mais on peut dire la même chose probablement de la musique, mais je ne suis jamais spécialiste ni de l'un ni de l'autre. Qu'est-ce qui fait que... Par exemple, j'ai une collègue qui travaille à Valence et qui a participé à un certain nombre de rencontres que j'ai organisées ici. Et elle me dit, ouais, tu as de la chance parce que vous travaillez en équipe, vous êtes tout le temps, vous formez tout le temps des petits collectifs dans ce que vous organisez. C'est-à-dire, c'est pas du tout une structure, les associations avec qui je travaille, c'est pas du tout hiérarchisé, c'est plutôt la culture du collectif. Et maintenant, je n'y ai pas pensé avant, mais qu'elle ait fait cette remarque, je crois que à une époque où j'étais permanent d'association, d'une association nationale, mais ici délégué régional à Strasbourg, je crois qu'on me faisait déjà la même remarque. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'organiser la vie collective qui... J'allais dire qui est alsacienne, mais en fait, je pense à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, Jean Houry, qui est psychiatre et qui a créé la clinique de la Borde, sur lequel il y a eu une grande... c'est un philosophe en fait, il est psychiatre, mais il fait beaucoup de séminaires qui sont vraiment des séminaires de philosophie. Cette culture du collectif, il l'a aussi. Or, il n'est pas alsacien.